Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du débrief. En première partie de l'émission d'aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur un phénomène social qui coûte beaucoup au Maroc en vie, en blessés et en argent aussi, il faut le dire. Il s'agit, vous l'aurez deviné, des accidents de la circulation et au-delà du problème de la conduite au Maroc. Les lois sont là, les organismes de contrôle et de sensibilisation aussi, et les agents de verbalisation et de sanction, ne les oublions pas. Tout le monde est là et les véhicules sont de plus en plus sûrs et sophistiqués. Mais rien n'y fait, l'hécatombe est là et nous allons en parler entre droit, la circulation routière, entre droit, civisme et sanctions. En seconde partie, nous ne voyagerons pas très loin cette fois, nous irons juste en Catalogne où les choses se corsent de plus en plus. La région espagnole n'a toujours pas de président et la crise est toujours là, les deux parties refusant toute concession l'une à l'autre. Le gouvernement tient à la légalité constitutionnelle et refuse toute politique laxiste. Face à l'autre camp, celui des séparatistes mené par Carles Puigdemont, qui vient d'être arrêté en Allemagne et qui attend son extradition ou pas vers l'Espagne. Nous parlerons de ces deux thèmes aujourd'hui avec nos deux invités, Naïm Kamal, directeur du site quid.ma, qu'on ne présente plus, ou alors difficilement, et M. Abdessadek Maafa, qui est directeur de la communication et de la sensibilisation au Comité national de prévention contre les accidents de la circulation, plus connu sous le sigle CNPAC. Bonsoir messieurs et merci d'avoir répondu à notre invitation. 3 499 personnes, donc très exactement, sont mortes en 2017, tuées dans des accidents de la route. 9 175 autres ont subi des blessures graves. Quant aux blessés légers, ils sont au nombre de 120 000, toujours en 2017. Un bilan de guerre, de pays en guerre, un pays qui se réclame pourtant et qui se targue de sa stabilité et de la paix qui règne sur ses terres. À quoi c'est dû ? On a légiféré, on a sensibilisé, on a verbalisé, des véhicules par centaines ont été immobilisés et pourtant nos routes ne sont toujours pas sécurisées. Chaque famille a connu ce genre de drame, alors prévention ou sanction ou même répression. Abdessadek Maafa, on commence par vous avant d'entamer notre discussion. C'est quoi le CNPAC? Quelles sont ses missions, ses objectifs d'une manière assez succincte parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Oui, merci pour votre invitation et merci également pour le choix de la thématique qui est la sécurité routière. Disons la problématique de l'insécurité routière au Maroc. Certes, le CNPAC, c'est le Comité national de prévention des accidents de circulation. C'est un établissement d'utilité publique, sous tutelle du ministère de l'Équipement, Transport, de la Justice et de l'eau. Alors, nos missions, d'une façon très brièvement, nous avons 3 missions principales. La première, bien sûr, on mène un certain nombre d'enquêtes et d'études en tant que force de suggestion. Également, on procède à l'acquisition d'un certain nombre de matériel à caractère préventif. Et on l'a mis à la disposition, bien sûr, des services de contrôle. Mais notre mission principale, c'est une mission de communication, de sensibilisation et d'éducation routière. Et dans ce cadre-là, on travaille bien sûr dans le cadre d'accompagnement, parce qu'il y a une stratégie. Il y a une stratégie de sécurité routière, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Mais nous étions sollicités d'élaborer un plan de communication qui accompagne bien sûr cette stratégie dans le cadre de, disons, des actions, des activités, des missions de communication, de prévention, par, bien sûr, la voie de la communication média, disons classique, à travers la télévision, la radio, l'affichage, relations presse, également à travers la communication digitale, la communication de proximité de terrain, mais également, nous avons, bien sûr, tout un programme lié aux relations avec les ONG, les composants de la société civile, relations avec le milieu professionnel, et également un volet stratégique qui est l'éducation routière. Donc, c'est un tout. Notre rôle, c'est un rôle d'accompagnement, c'est un rôle de vulgarisation, c'est un rôle de prévention routière en premier lieu, parce que c'est une composante stratégique et c'est un axe stratégique dans le cadre d'une vision globale. Très bien. Naïm Kamal, vous qui êtes usager de la route comme nous tous, vous voyez quelque chose qui avance ou qui change en fonction de ce que vient de dire Si Maafa? Est-ce qu'il y a des avancées? Est-ce que vous êtes convaincu de ce qu'il dit? Non, je suis convaincu de ce qu'il dit. Je suis convaincu que ces missions sont nécessaires. Maintenant j'ai vu que, je ne sais pas si ça a été cité, peut-être que je l'ai manqué, qu'en direction de l'éducation nationale et des écoles, il n'y a pas de véritable action ou d'action commune avec les académies afin d'introduire l'éducation routière dans le système scolaire. Peut-être Ça, c'est un volet stratégique. C'est l'instruction civique, voilà. Ça, je pense. Non, ça rentre dans le volet de l'instruction civique. Non, il y a deux choses à éclaircir. Le travail parascolaire, il est fait depuis un certain temps. Un travail, bien sûr, dans le cadre des activités parascolaires. Certes, l'intégration des concepts de la sécurité routière dans le cursus scolaire, ça, c'est un volet,
bien sûr, dans le cadre des relations entre le ministère de l'équipement de transport, logistique de l'eau et le ministère de l'Éducation nationale. Bon, il y a un projet qui est entamé, parce que c'est un travail de longue haleine qui nécessite bien sûr un savoir-faire, bien sûr avec les académies. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que ça, c'est parmi les lacunes qu'on a. C'est un maillon faible. Il faut vraiment avoir, disons, un cursus, parce que malheureusement, les jeunes sont laissés à l'abandon. Certes, nous, on travaille dans le cadre de ce qui est parascolaire, disons de l'âge de 6 ans jusqu'à 12, 13 ans, 14 ans même. Mais la phase du lycée, les jeunes sont laissés à l'abandon. Et par la suite, il est censé obtenir son permis de conduire. Donc cette phase de l'acquis, il faut la meubler. C'est pour cela qu'il y a un travail qui est fait, bien sûr, dans le cadre... Bon, ça reste toujours un projet, ce n'est pas encore concrétisé. Ouais. Et nous avons l'engagement même du ministère de l'Éducation dans ce cadre-là. J'aimerais bien... Vous terminez votre réponse, Naïm? Je m'excuse. Non, je vous en prie. Non, mais les précisions sont très utiles. Vous êtes là pour ça. C'est ma part. Il n'y a pas de problème, c'est votre secteur, c'est votre domaine, donc vous êtes prioritaire. Merci. On est tous sujets de la route, mais lui, il connaît ça mieux que nous. Donc, non, ce que je voulais dire, par exemple, ces cartes qu'on voit de temps en temps dans les rues où il est écrit que carte, ou je ne sais plus le terme qu'on utilise, d'éducation routière, il relève de vous? Les caravanes. Une sorte de caravane. Non, ce sont des. Pour plus de précision, nous avons tout un service dédié à l'éducation routière. Mais ça reste toujours des activités parascolaires. Certes, on a fait beaucoup de choses. Je vous ai posé cette question parce que ça va nous ramener. Ça va nous ramener au comportement des Marocains en matière de conduite. Une fois, moi, j'ai vu un gars qui portait cette inscription, qui attendait des élèves en bas âge. Éducation routière, etc. Il était en double position, il attendait des jeunes entre 6 ans et 12 ans au milieu de la route. Et moi, j'ai été surpris. Ça fait partie du transport scolaire, vous Non, c'est éducation. C'était un cas où il était écrit d'éducation scolaire. Je ne sais pas s'il relève de vous ou s'il ne relève pas de vous. La double position, vous savez, c'est pratiquement un sport national. Vous avez une place qui est libre et quelqu'un qui est arrêté en double position. La position aberrante de ce gars qui portait l'éducation scolaire et en même temps lui-même... Il y a toujours des exceptions, il y a toujours des aberrations. Dispenser l'inverse. Et c'est là où je vais répondre à la question, qu'est-ce qu'on constate sur la route? Vous savez, tous les Marocains vous diront la même chose. Il n'y a pas un conducteur qui vous dira que les Marocains ne savent pas conduire. Il n'y a pas un conducteur qui ne vous dira pas que les Marocains ne respectent pas le code de la route. Il n'y a pas un Marocain pour vous dire que les Marocains font sur la route n'importe quoi. Mais ce sont ces mêmes Marocains, et c'est là, disons, une sorte de bipolarité que vivent les conducteurs marocains, c'est de contester la conduite des autres et de ne pas se l'appliquer eux-mêmes. Et ça, c'est peut-être chez nous le fond du problème. Et il ne s'agit pas, et ce n'est pas un problème qui concerne uniquement la conduite. La conduite automobile. La conduite à double sens, et le comportement. Et le comportement, il concerne l'administration. Les Marocains vont toujours te critiquer tout, et c'est eux-mêmes qui vont reconduire. Vous ne vous êtes jamais égaré en double position? Non, juste pour complément d'information. Il m'est arrivé de m'égarer. Oui, c'est un peu une sorte d'égarement aussi. de me garer en double position. Mais de ne jamais laisser une voiture en double position toute seule. C'est-à-dire, il peut m'arriver de chercher à transporter quelqu'un ou à déposer quelque chose, mais je reste dans la voiture. C'est la différence entre arrêt et parking. C'est-à-dire, il y a un espace de tolérance dans la double position. Il y a un espace de tolérance, il faut que le conducteur soit dans la voiture, il faut qu'il puisse libérer la voie. Il ne gêne pas la circulation, que la voie soit large, etc. Donc, qu'il ne reste pas longtemps. C'est pas. Maintenant, je vais vous dire, j'essaie autant que faire se peut de me conduire convenablement. Je ne peux pas dire que j'ai toujours été un conducteur modèle, exemplaire. Voilà. Je ne peux pas le dire, je ne peux pas l'affirmer. Il fut un temps où j'étais, disons, un anarchiste de la route, comme beaucoup de jeunes Marocains. Mais après, bon, disons qu'avec l'âge, les choses
tendent à se régler. Mais parfois, non. Donc il y a ce problème de conduite, au-delà de tout ce que peut faire la Commission nationale ou le Comité national, au-delà de ça, il y a un problème d'éducation globale et générale des citoyens. Juste pour enchaîner, si vous me permettez, parce que bon, la discussion, on peut dire ce qu'on veut, parce que c'est une question, nous sommes tous des usagers de la route, mais disons que ce dossier, c'est un dossier scientifique par excellence. Il faut que les chiffres parlent, des indicateurs parlent. C'est pour ça qu'on met un certain nombre d'enquêtes et des études. Il y a une étude inédite qu'on a réalisée au sein du CNPAC, intitulée RAP, c'est représentation, attitude et pratique. C'est-à-dire on a eu pas mal d'indicateurs, bien sûr, qui prouvent ce que vous avez la gentillesse de bien dire, comme quoi, en termes de prise de conscience, on a une représentation mentale. Qu'est-ce que la route? Qu'est-ce qu'un espace routier? Qu'est-ce que signifie un agent verbalisateur? Disons, un panneau de signalisation. Et cette représentation mentale qu'on a, elle est traduite en termes d'attitude, et l'attitude, elle est traduite en termes de pratique et de comportement. Et on trouve pas mal de dichotomies, pas mal de choses. Bien sûr, le Marocain, bon, on peut dire qu'il y a une vraie prise de conscience. Nous sommes tout à fait d'accord de dire comme quoi que le Marocain, il est conscient. On a même eu ces discussions avant l'émission. On a des indicateurs comportementaux. Comment un contrevenant, il est tout à fait conscient de la gravité de son comportement, mais il fait ça avec précaution. Il peut brûler un feu rouge avec précaution. Il peut ne pas marquer le stop avec précaution. C'est-à-dire, ce n'est pas de la conscience, c'est de l'instinct de conservation. Et ce comportement-là, il faut bien l'encadrer, il faut le comprendre, bien assimiler pour qu'on puisse, parce que l'espace routier, avec l'ensemble des usagers, c'est hétérogène. Donc, il faut bien comprendre la donne. C'est pour cela que, sur la base de ces indicateurs comportementaux, sur la base, bien sûr, des études et des enquêtes scientifiques, qu'on peut dire qu'on va mener un certain nombre d'actions pour encadrer ce comportement, mais il faut bien savoir notre contexte socioculturel marocain. Alors, il y en a un qui piaffe d'impatience, il veut réagir à ça. Quelqu'un qui brûle un feu rouge prudemment, avec précaution, c'est quelqu'un qui est là, qui voit que la route à droite est vide, qu'à gauche elle est vide, il avance doucement. Est-ce qu'il est... Qu'il n'y a pas d'agent verbalisateur aussi. Qu'il n'y a pas d'agent verbalisateur, oui, surtout. Surtout, même. C'est ça le drame. C'est un comportement dangereux. Et donc, il peut échapper une fois, deux fois, la énième fois, mais une fois l'accident, elle est là. C'est mortel, hein. J'aimerais savoir, je suis désolé enfin pas de vous interrompre, mais de vous interpeller souvent sur ces questions, mais parce que c'est vous le spécialiste de la chose. Est-ce qu'une étude a été faite sur le degré de connaissance des Marocains du code de la route? Oui, jusqu'à maintenant, on a mené un certain nombre d'études, disons, techniques, des études qui concernent, bien sûr, les indicateurs comportementaux, mais en termes de la prise de conscience, la vraie assimilation, bien sûr, du code de la route, ça fait partie non pas seulement des enquêtes, mais des études à caractère académique, parce qu'on a pas mal de conventions de partenariat avec les universités, avec les facultés, surtout en termes de psychosociologie. Et je pense que maintenant, il y a vraiment des études approfondies pour qu'on puisse dire qu'on aura des indicateurs qui vont nous permettre de mener à bien cette donne. Bien sûr, on a mené pas mal d'encadrement. Je vais reposer ma question différemment. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a du laxisme lors du passage de l'examen du permis de conduire? Est-ce que les examinateurs ne sont-ils pas laxistes, ne sont-ils pas trop regardants sur le code de la route, ou ne ferment-ils pas les yeux sur les lacunes? Est-ce qu'il y a... Je peux vous dire en termes précisez votre question, qu'est-ce que vous voulez dire au juste? Non, moi j'ai l'impression que entre les centres d'examen et les auto-écoles, il y a des connexions. Il y a des connexions et je me demande à quel degré, jusqu'à quel niveau ces connexions ne gâtent pas, ne pourrissent pas. Alors, si vous permettez, la qualité de la formation. Si j'ai bien compris. Avant de répondre, il y a deux choses. Le permis est passé sur écran.
Donc avant, on était devant quelqu'un. Maintenant, on n'est plus devant quelqu'un, c'est sur écran. Oui, Là, le facteur humain est présent lors de l'examen pratique, lors de l'examen technique, de la conduite. Ça, peut-être. Donc c'est la première question, est-ce qu'il y a connexion? La deuxième, est-ce que les Marocains sont effectivement conscients du code de la route? Est-ce qu'ils ont compris le code de la route? On peut se poser la question. Bon, si j'ai bien assimilé la question de M. Naïm, c'est qu'en termes de l'examen, disons, théorique, pour l'obtention du permis de conduire. Auparavant, avant bien même la stratégie, je peux vous dire que le taux de réussite avoisinait les 100%, 99%. Ce qui remet en cause même la crédibilité, bien sûr, de ce certificat qui est le permis de conduire. Maintenant, nous avons un pourcentage qui avoisine entre 60, 65, 66. Ça a été diminué. Pourquoi? Parce qu'on a diminué la présence du facteur humain, bien sûr avec des box individualisées, même les questions qui sont posées, bien sûr, avec des casques, c'est un écran tactile. Donc, on a essayé, bien sûr, dans le cadre de la réforme qui a été effectuée pour l'obtention, et je précise bien, l'examen théorique. Pour l'examen pratique, il y a pas mal de choses à faire, bien sûr, pour qu'on puisse dire qu'en quoi qu'il faut améliorer la donne et donner plus de crédibilité à ce permis de conduire. La prise de conscience du Marocain et le code de la route, bien sûr, ça c'est un travail, parce que notre travail c'est la reconnaissance du comportement. Il faut bien savoir le comportement de l'usager de la route, du citoyen marocain, ce qui nécessite bien sûr des études approfondies, des enquêtes approfondies pour avoir des indicateurs scientifiques fiables. Maintenant, bien sûr, avec l'ensemble des enquêtes qu'on mène, je donne à titre d'exemple les indicateurs comportementaux et sont des enquêtes et des études qu'on mène chaque 6 mois. Bien sûr, je peux à titre d'exemple vous donner quelques indicateurs. Pour le port de la ceinture de sécurité, par exemple, ça avoisine les 59%. C'est-à-dire près de 6% de gens qui les portent sur les conducteurs. Oui, en milieu urbain, pour le port de la ceinture de sécurité, près de 6 personnes sur 10, c'est à peu près 59%, observés aux places avant des véhicules, conducteurs et passagers, avant, attachent leur ceinture. Ce qui les interpelle comme quoi qu'il faut un travail à faire. Pour le cas, par exemple, pour les taxis, ce taux est très très faible. Ça avoisine les 13-14%. Alors, le taxi, c'est une zone de non-droit. Les taxis refusent de la porter. C'est carrément une zone de non-droit. Ils ont même fait grève et ils empêchent leurs passagers. Donc, il y a une marge de manœuvre pour qu'on puisse travailler davantage dans ce cas. Les passagers avant en milieu urbain. Globalement, le port de la ceinture semble modeste, qui n'atteint que 56-57%. Nous avons également un certain nombre d'indicateurs pour le port du casque, le respect du panneau stop, le respect de la priorité à droite. Excusez-moi, donc ce sont des indicateurs et sur la base de ces chiffres, on mène bien sûr nos plans de communication parce que chaque catégorie, chaque usager et chaque thématique nécessite vraiment, bien sûr, un examen approfondi pour qu'on puisse. Permettez-moi de vous titiller un petit peu. La loi 5205 portant code de la route a été promulguée en 2010, ça fait 8 ans. Vous avez des indicateurs, vous faites des études, vous faites des stratégies, mais nous sommes toujours à entre 3600 et 4000 décès par an, sans compter les blessés graves et les blessés. Est-ce qu'on ne peut pas conclure à un échec de cette politique? Peut-être qu'il faut passer à autre chose. Non, parce que pendant que vous faites vos études, et c'est très bien, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont estropiés. Il faut nuancer, parce que maintenant, c'est la deuxième stratégie qu'on a élaborée et qu'elle est mise en œuvre, 2017-2026. Auparavant, il y avait la première stratégie 2003-2013. Et bien sûr, on a travaillé dans le cadre des orientations stratégiques. Et la deuxième stratégie a été faite sur la base d'un diagnostic. On travaille en partenariat avec la Banque mondiale, donc avec l'OMS également. Donc maintenant, nous avons une vision. Nous avons des objectifs qui sont quantifiables. C'est-à-dire, on a déterminé des objectifs. Par exemple en termes, d'ici les 5 prochaines années, il faut qu'on diminue le nombre de tués en 25%. Pour les 10 prochaines années, de 50%. 50%, la moitié. C'est bon, ça peut paraître un petit peu, on a trop soulevé la barre, mais c'est réaliste et réalisable. Tenant en compte que c'est graduel, parce que la première année 2017, le pourcentage était 3%, on a pu atteindre, bien sûr, 2,62%. C'est bien. Mais quand même, c'est pour la première fois qu'on a une stratégie avec des objectifs quantifiés. Et bien sûr, on a déterminé même des priorités et des enjeux bien sûr stratégique. Donc nous avons une stratégie, il y a une volonté politique derrière, il y a une mouvance dynamique qui s'est créée, bien sûr avec les ONG, avec vous les médias, avec l'ensemble des intervenants, parce que on a la conviction que cette problématique, c'est pas une problématique, c'est pas un luxe, disons cognitif, culturel, taraf. Non,
ça nécessite un vrai engagement, une vraie mouvance dynamique, un engagement de tout un chacun, parce que nous sommes tous des usagers de la route. Il faut vraiment ancrer cette culture. C'est un travail de longue haleine, certes, mais nous sommes sur la bonne voie, sachant que les indicateurs le prouvent. L'année dernière, on a pu, bien sûr, assurer une diminution en termes de tués, une diminution en termes d'accidents mortels. De combien De moins de 62%. Le nombre d'accidents mortels, ça a augmenté de 2016 à 2017. Non, ça diminue. J'ai les chiffres. Donc, bien sûr, ça c'est la première année. Pour la deuxième année, nous sommes censés de faire moins 4%. Pour la troisième année, 6%, et la cinquième année, 7%. Donc, c'est graduel. Et je pense que cette vision, cette stratégie, ces priorités, bien sûr, les moyens humains et financiers sont là, la bonne volonté sont là. Et le plus important, il y a le follow-up, l'évaluation. Donc, ce n'est pas stagné. On essaie de rectifier le tir. Et je peux vous dire que le contexte le permet parce que au-delà de, bien sûr, il y a la mobilité, ça augmente, le parc automobile augmente, mais il y a une stagnation, certes une diminution en termes d'indicateurs. Ce qui prouve, bien sûr, et on fait le benchmarking, bien sûr, les pays scandinaves qui ont une vision. Si on compare notre situation par rapport, par exemple, à la France, ils ont fait beaucoup de sanctions, beaucoup de coercitions. Bien sûr, je peux même dire que nous vivons maintenant disons le contexte de la France dans les années 70, parce qu'il y avait 18 000 tués. Ils ont pu diminuer ça en 9 000, maintenant en moins de 5 000, parce qu'il y avait une volonté, une stratégie, des sanctions à faire pour qu'on puisse impacter le comportement. Vous parlez des résultats qui se sont passés en France et vous parlez aussi d'une coercition, d'une loi sévère. Naïm Kamal, vous ne pensez pas qu'il faut passer par un durcissement de la loi de manière à être beaucoup plus sévère, quitte à retirer le permis, voire la voiture et parfois même la liberté? Parce qu'il y a des gens qui sont carrément des criminels sur la route. Exactement. Sans doute qu'il faut durcir les lois. Il faudrait que la loi soit assez sévère pour que la dissuasion soit efficace. Maintenant, pour appliquer une loi, quelle qu'elle soit souple, qu'elle soit dure, il faudrait un tissu sain pour l'appliquer. C'est-à-dire tous les maillons de la chaîne qui interviennent dans l'application de cette loi, que ce soit les verbalisateurs, que ce soit les agents de circulation, qu'ils soient du corps de la police ou du corps de la gendarmerie, il faut qu'on n'ait pas de corruption qui vient, disons, pourrir le système. Tant qu'on aura soit des passe-droits, c'est-à-dire des téléphones, des coups de téléphone pour prendre son permis. Je sais qu'il y a des mesures qui ont été prises. C'est de moins en moins évident, clair. C'est arrivé à tout le monde. Le coup de fil ne sert plus à rien. À rien. Et pour la corruption, on entend de plus en plus d'inspecteurs qui sont mis à pied, voire arrêtés, de gendarmes aussi. Je sais, ça reste des cas exceptionnels, quand même. Il ne faut pas... L'arrestation des policiers et gendarmes ou la corruption? Non, la corruption en tant que problématique sociale et sociétale. Certes, si nous voyons le nombre de PV dressés et le nombre de contraventions dressées, et bien sûr les sanctions pour ces cas exceptionnels, il faut bien sûr saluer les efforts qui... Non, je salue les efforts qui sont faits. Je sais que le Maroc s'est doté d'institutions de lutte contre la corruption, mais on connaît également ce problème comme un fait de société qui ne concerne pas que ces corps qui touchent à la circulation routière. Et même le code de la route, si vous permettez, le code de la route, disons, les dispositions du code de la route ont été mises pour qu'on puisse lutter contre la corruption. Lorsque l'agent verbalisateur il est censé avoir un badge, que le contrôle il doit être pré-signalé et qu'il faut effectuer des contrôles dans le cadre actif et passif. Tout peut se passer entre la constatation et le pré-signalement. C'est-à-dire, parce que je sais qu'aujourd'hui, on le voit, que l'agent verbalisateur n'est pas celui qui constate l'infraction. Souvent, il vient à moto pour verbaliser. Souvent, je le constate de plus en plus. Mais c'est le résultat qui compte. C'est le résultat qui compte. À partir du moment où c'est bon, c'est parfait. Moi, je ne dis pas. Je ne dis pas. Non, excusez-moi. Non, le contrôle, il est outillé. Surtout pour la vitesse, pour le... Non, ce que je constate, par exemple, quand on commet une infraction d'excès de vitesse, relevé par un radar, là vous êtes verbalisé, à coup sûr.
Oui, ça c'est certain, on en a bien parlé de ça dernièrement. C'est beaucoup d'argent. Pour le reste, je demande à voir. Mais je sais qu'il y a des efforts qui ont été faits, par exemple au niveau de la gendarmerie royale, qu'il y a eu beaucoup de suspensions, qu'il y a eu même des renvois et des licenciements. Oui, ça participe aussi de la prévention. On les a dotés aussi par moment de caméras portables pour que justement et agir en sorte éviter le verbiage, avec le phénomène, vous savez, avec le phénomène pour éviter beaucoup de choses. Avec le phénomène de caméras maintenant que tout le monde a, c'est en train de se réduire. Mais ne perdez pas le fil de votre pensée, Naïm Kamal. On reprendra en deuxième partie parce que c'est l'heure de la pause. On vous retrouve tout de suite. Juste après la pause, nous vous retrouvons. Merci. Bonsoir et bienvenue dans cette deuxième partie du débrief d'aujourd'hui. Nous poursuivons notre débat sur la circulation routière au Maroc avec ses drames et ses politiques de sensibilisation. Nous irons ensuite en Catalogne voir où ils en sont arrivés après l'arrestation de Carles Puigdemont. Pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes aujourd'hui avec Naïm Kamal, directeur du site quid.ma et Abdsadq Maafa, directeur de la communication et de la sensibilisation au Comité national de prévention des accidents de la circulation, CNPAC. Voilà, il est plus connu sous le nom de CNPAC que le nom entier. Naïm, vous disiez quelque chose, je vous ai interrompu. Non, je disais tout simplement parce que ça concernait est-ce que le durcissement de l'arsenal juridique était bénéfique ou était utile ou pouvait agir. J'ai dit oui, qu'il peut agir, mais à condition que tous les intervenants ou le corps des intervenants soit sain. C'est-à-dire qu'il faudrait agir de manière à ce que ce phénomène de la corruption soit réduit à son minimum. À son minimum possible. On sait que l'un des problèmes du Maroc, d'ailleurs, c'est la corruption, on le sait. Et on sait qu'il y a un travail. Le Maroc s'est doté, je crois, l'organisme de lutte contre la corruption. Qu'il y a des associations qui travaillent sur ce phénomène. Il y a des mesures par les autorités qui ont été prises. Par exemple, je le disais tout à l'heure, au niveau, que ce soit de la DGSN, la Direction Générale de la Sûreté Nationale ou de la Gendarmerie Royale, il y a eu beaucoup de décisions, il y a eu beaucoup de sanctions, la hiérarchie a suivi, mais il y a encore du travail à faire. Alors justement, vous parlez de ça, vous parlez des intervenants. Les intervenants, c'est qui finalement? Ce sont les conducteurs, ce sont les agents verbalisateurs, c'est vous, c'est le ministère, et vous menez des actions de sensibilisation un peu dans les écoles. Est-ce que quelqu'un a pensé aux parents? Parce que nous sommes tous ici parents ou grands-parents, et on voit ce qui se passe autour des écoles, avec des embouteillages absolument incroyables. J'ajoute un intervenant dont il faudrait qu'on en parle. Non, pas les médias, les communes. Oui, c'est un intervenant essentiel au niveau de l'infrastructure. Au niveau, par exemple, de la signalisation. C'est un intervenant important. Mais bon, je laisse... si ma femme vous répond sur les deux, sur les parents et sur les collectivités locales. Avant de répondre aux questions qui concernent les parents, il faut dire que la problématique de la sécurité routière, c'est un tout. Vous avez bien dit comme quoi qu'il y a... Parce que c'est multidisciplinaire, c'est même hétérogène. Il y a beaucoup d'intervenants multidisciplinaires. Il y a l'aspect, bien sûr, infrastructure, il y a l'aspect véhicule, il y a l'aspect humain, bien sûr, mais il y a également les organismes, les intervenants directs et indirects, ONG, médias, bien sûr, associations et tout. Et je pense que c'est un tout. C'est pour cela que la stratégie a bien déterminé, bien sûr, les enjeux, a bien déterminé les priorités, mais nous sommes convaincus qu'avec l'intervention de tout le monde, bien sûr, il y a les responsables, bienvenue les élus au niveau des collectivités locales, parce qu'il y a un vrai problème en milieu urbain. J'ai même d'ailleurs amené avec moi le guide de référence on a travaillé. C'est un guide référentiel pour aménagement de sécurité routière en milieu urbain. Je vous le donne, je peux vous l'offrir. Ça, c'était un guide référentiel. On a travaillé en concertation avec le ministère de l'Intérieur. On a même assuré le lancement officiel et qui sera présenté aux élus au niveau des 12 régions pour harmoniser, bien sûr, l'espace routier en milieu urbain. Parce que c'est parmi les points faibles et les maillons faibles au niveau disons, de la donne sécurité routière au Maroc. Pour les parents, revenir à votre question, les parents, oui, on travaille en concertation, bien sûr, dans le cadre des activités, des actions
dans le cadre d'éducation routière avec les ONG. Nous avons même des associations spécialisées en éducation routière, en concertation avec eux. On a fait beaucoup de choses en termes de guides ludopédagogiques, avec des kits ludopédagogiques. Et je pense que l'ancrage de cette culture passe à travers l'éducation. Nous sommes tout à fait convaincus de ça. Nous avons même un service dédié à ça. C'est un volet stratégique, c'est un travail de longue haleine. Certes, il y a des aberrations au niveau des contrevenants qu'il faut bien sûr encadrer, même prévenir et sanctionner. Mais pour la génération future, nous avons tout un programme. Ça a été intitulé Gilles Salama, c'est-à-dire la génération de la sécurité routière. Nous avons tout un programme digital, ludopédagogique, et je pense que c'est ambitieux, et je pense que nous sommes sur la bonne voie dans ce cadre-là, parce qu'il faut vraiment travailler sur la donne d'ancrage de cette culture, comment, bien sûr, assurer assimiler à bien le règlement ou bien les règles élémentaires, de vous savez, on ne remet absolument pas en cause le très bon travail que vous faites. Les résultats tardent un petit peu, mais je me rappelle d'une vidéo qui avait tourné sur les réseaux il y a peut-être 2 ou 3 ans, d'un officier de police dans une école. Un officier de police qui a fait un véritable show. Il était en tenue. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo. Il a fait un véritable show. Et je vous assure que les 50 adolescents qui étaient là, enfin, oui, 15-16 ans, étaient véritablement convaincus de ce qu'il dit. Ce que je veux dire par là, c'est que justement, vous parlez de ludopédagogique, mais enfin bon... Mais bien sûr, la Direction générale de la Sûreté nationale, bien sûr, on travaille en concertation. Nous avons un partenariat qui est un programme. Bien sûr que nous œuvrons à le mettre en œuvre chaque année. C'est un programme où, bien sûr, il y a le contrôle et sensibilisation. Certes, l'agent verbalisateur, il est au sein des établissements scolaires, il est en train, bien sûr, d'expliquer les règles élémentaires de la circulation de l'espace, comment, bien sûr, assurer cette notion de partage. Je pense que même les activités qu'on mène durant la période printanière ou la période estivale a donné ses fruits, sachant que maintenant, il y a une vraie prise de conscience pour le rôle, parce que contrôler, oui, mais l'aspect prévention demeure primordial, et le contrôle et la communication, je pense que ce sont 2 volets en complémentarité pour qu'on puisse mener à bien nos actions. Naïm, vous avez le passé, récent ou un peu moins récent, et puis vous avez ce que dit Si Maafa, et puis vous avez l'objectif de réduire de 25% dans 5 ans le nombre de morts et de 50%. Est-ce que vous pensez que c'est réalisable à la lumière de ce qu'il dit ? Tout est réalisable si on y met la volonté et les moyens nécessaires. Là, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, je crois qu'on a fait une impasse où on est passé rapidement sur le rôle des collectivités rurales, des collectivités locales. Des collectivités locales, qui n'est pas un problème urbain seulement. Parce que souvent, on oublie que ce qui est urbain relève des collectivités, et les routes interurbaines relèvent du ministère de l'Équipement. Et que ce soit les autoroutes, qui relèvent de la Société des autoroutes, Autoroute du Maroc. Autoroute Maroc, ou que ce soit les routes nationales, secondaires, tertiaires. Alors là, on rentre dans un autre domaine. Et j'aimerais bien savoir, parce que ça n'a pas été dit, si on a les chiffres, ces accidents, on sait que peut-être il y a une idée, je ne sais pas si c'est une idée reçue ou vraie, on dit que les accidents les plus mortels sont les accidents en milieu urbain. Sont parce qu'ils impliquent beaucoup plus les piétons, je parle sous votre contrôle, si parce qu'ils impliquent les piétons et les 2 roues. Moi c'est peut-être une idée reçue. Non, c'est toujours un tiers, 2 tiers. C'est-à-dire, on enregistre plus d'accidents, je dis plus d'accidents en milieu urbain, mais ils sont moins mortels, parce que le facteur, c'est un facteur de la vitesse, parce que c'est un facteur causal, mais c'est un facteur aggravant. Oui. Et vous avez moins d'accidents en milieu rural, mais ils sont plus mortels parce que c'est étroitement lié à la vitesse. La vitesse non réglementaire. Mais à l'état des routes aussi. À l'état de la signalisation. L'équipement en radar fixe, qui c'est qui le fait? L'équipement en radar fixe, est-ce que ce sont les communes ou le ministère ou le CNPAC? Les radars fixes, c'est le ministère d'équipement et de transport. C'est le ministère d'équipement et de transport. Très bien, parce que ça donne ces résultats, vous savez. Bien sûr, si vous prenez le cas de la France, si vous permettez, c'est grâce au radar, c'est grâce au contrôle qu'ils ont pu avoir des diminutions qui sont, disons, consistantes en termes de diminution de fatalité. Le contrôle. Si vous voulez vraiment avoir l'impact direct sur l'aspect accidentogène, il faut contrôler et sanctionner.
Mais de par le monde, j'ai même le rapport de l'OMS. Alors on va attendre qu'il termine parce qu'il faut passer au deuxième volet de l'émission. Parce que la principale cause de mortalité dans les pays à revenus faibles, c'est la vitesse. La vitesse. Et bien sûr, les usagers vulnérables, dont notamment les piétons et les conducteurs de deux roues, constituent plus de 50% des tués. C'est ce qu'on disait. Naïm Kamal. Donc, non, je vais être bref. C'est-à-dire que les communes ont une grande responsabilité sur l'état des routes, que ce soit en milieu urbain, sur la signalisation, l'harmonisation de la signalisation. C'est-à-dire, on en parlait tout à l'heure hors antenne. Les stops, on ne sait plus est-ce que c'est un triangle, est-ce que c'est... Il faut harmoniser. Il faut harmoniser. Et bien sûr, il y a des critères, des normes internationales. Prenez rien que les passages piétons ou les lignes tracées sur les routes. Parfois, ils sont dans un état tel que... Et parfois même les travaux. Exactement. Même les travaux, les signalisations nocturnes. C'est un problème, et ça, c'est le contrôle des communes, le contrôle de celui qui passe la commande vis-à-vis de la société qui... Juste un complément d'information. Rapidement, un complément d'information. J'ai encore une ou deux questions sur ce thème avant de passer au deuxième. Mais il y a aussi, parfois, il faut une logique, une harmonie dans la légifération. Je vous donne un exemple très simple. Vous allez voir. Les pare-feux. Il y a eu, je crois, en octobre, une circulaire comment il s'appelle le centre d'harmonisation C'est d'essai d'homologation. Des homologations, voilà, le centre d'homologation, qui a émis une circulaire interdisant les pare-feux, les pare-bœufs, sous peine d'amende sévère. Mais quand vous voyez que ces pare-feux sont vendus dans les maisons en option, et donc ils ont été homologués. Non, ils n'ont pas été homologués. C'est comme les voitures qui font du 200 à l'heure et qu'on rend. Ça, c'est la même chose. Il y a une question de respect de la loi, Naïm. Monsieur Naïm, il ne faut pas passer des choses... Vous permettez... Non, c'est votre droit de défendre le ministère du Transport. Allez-y rapidement, parce qu'il faut qu'il réponde à ça, il n'est pas d'accord. Il ne faut pas donner une information qui n'est pas correcte. Non, c'est l'information que j'ai vérifiée moi-même. Non, ils ne sont pas homologués. Mais alors, vous allez avoir le droit de répondre. Laissez-le terminer, mais rapidement, s'il vous plaît, Naïm. Pourquoi laisser en option des maisons vendre aux clients pour exiger après du client d'enlever ces pare-bœufs? Je peux vous assurer. On a compris, laissez-le répondre. Ça fait 3 000, 4 000 dirhams, 5 000 dirhams. Laissez-le répondre à cette question. Non, la question du pare-buffle, le ministère a pris bien sûr la décision comme quoi que c'est interdit parce que c'est illégal. Il y avait certes des circulaires et des lettres. C'est pas sûr que ce soit illégal. Non, pour les concessionnaires interdisant. S'il vous plaît, essayez d'être bref parce qu'on ne va pas faire l'émission sur le pare-buffle. La loi elle-même est très confuse. On ne fait pas l'émission sur le pare-buffle, donc allez-y rapidement. Bien sûr, le conducteur, lorsqu'il va bien sûr au niveau de la visite technique assurer le contrôle, bien sûr, le pare-buffle en tant que dispositif, c'est un dispositif qui est illégal. Donc maintenant, on ne peut pas donner un certificat. Non, pas forcément. Si on voit le texte sur lequel s'appuie la circulaire, il parle d'outils contondants, tranchants, etc. Il y a des pare-buffles qui sont... Donc c'est clair. Vous avez épinglé ça, Naïm. A répondu. Juste un complément d'information concernant les élus et concernant l'harmonisation, bien sûr, de l'infrastructure en milieu urbain. Dans ce cadre-là, rapidement, s'il vous plaît. Très très rapidement, le ministère, on a signé un certain nombre de partenaires avec une dizaine de villes. C'est dans ce sens-là, pour harmoniser, bien sûr, entre autres, il y a pas mal de dispositifs, mais surtout pour l'infrastructure en milieu urbain, il faut harmoniser la signalisation et bien sûr pour qu'elle soit conforme aux règles et bien sûr critères au niveau international. Et même le guide référentiel qu'on a édité, bien sûr, il y a pas mal de, pratiquement 14 chapitres, là où il y a la signalisation même en termes de chantier. Et je pense que c'est ce travail-là qui est un travail scientifique, un travail de base, et pour qu'on puisse bien sûr assister techniquement les élus pour, bien sûr, mettre à niveau l'infrastructure en milieu urbain. Je tiens aussi à vous donner des chiffres. Vous en avez donné pas mal, Abdelsadr Maafa. Je vais vous en donner un autre. On en parlait tout à l'heure hors studio. Si on prend sur les 20 dernières années, nous avons eu à peu près 80 000 morts.
70 à 80 000 morts sur 20 ans. 35 000 sur 10 ans. Nous avons 100 000 estropiés ou handicapés graves sur 10 ans. 200 000 sur 20 ans. Vous avez parlé aussi de la ceinture de sécurité tout à l'heure. Il y a des études qui ont été menées en France qui disent que quand on porte... Pas seulement en France, mais de par le monde. Donc vous le confirmez, merci, que le port de la ceinture réduit la mortalité de à peu près 50%. Or, vous venez de dire que le port de la ceinture est respecté à 60%, on ne va pas commencer à jouer aux pondérations, mais théoriquement, avec le port de la ceinture, même à 60%, le taux de mortalité devait baisser. Or, le nombre de morts devait baisser. Or, il a été maintenu, il a stagné plus ou moins. Donc, on peut dire que ça a augmenté finalement, que malgré toute votre politique, votre stratégie, ça a augmenté. Bon, en termes de chiffres, vous pouvez, et en termes de statistiques, vous pouvez avoir, disons, l'interprétation que vous voulez. Mais au niveau des indicateurs accidentogènes en termes de tués, il y a une diminution. Il y a une diminution, certes, elle est significative. Durant les 3 dernières années, on a pu même épargner 700 vies humaines. Ça, c'est énorme. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Certes, au niveau de la ceinture de sécurité, c'est un dispositif. Certes, en cas d'accident, ça peut contribuer à la diminution, bien sûr, de nombre de tués jusqu'à 50%. Parce que ça reste un dispositif. Ça ne peut pas empêcher l'accident. Mais en cas d'accident, ça peut diminuer. Mais les causes, bien sûr, des accidents, ce n'est pas le non-port, mais ça reste la vitesse, bien sûr, la conduite sous l'effet de l'alcool. Bien sûr, il y a le non-respect du code de la route et également, malheureusement, les usagers vulnérables, parce qu'on a parlé de la ville. C'est inadmissible de dire qu'en agglomération, les usagers vulnérables, c'est-à-dire les conducteurs et les deux roues, le nombre de tués, ça avoisine les 80% au niveau national. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Sachant que nous avons une marge de manœuvre énorme pour qu'on puisse bien sûr atteindre les objectifs qui ont été dictés par bien sûr la stratégie. Et je pense qu'avec notre volonté, à la volonté de tous, nous, en tant qu'usagers de la route, je pense qu'on peut bien sûr arriver à l'obtention des résultats. Vous a avec nous, une fois n'est pas coutume, on va faire une transition avec le second volet qui est la Catalogne sur l'Espagne. Comment ça se passe la prévention sécuritaire en Espagne, la prévention routière en Espagne, sachant que c'est un pays où on conduit très bien, on respecte le code de la route, on respecte tout et on n'a pas beaucoup de morts. On travaille dans le cadre de benchmarking avec l'Espagne. Vous savez bien sûr que notre étape maintenant, le Maroc, on a eu la présidence de la prévention routière internationale. On travaille en étroite collaboration avec l'Espagne, un pays qui est très très bien placé en termes accidentogènes. En termes de population, ça avoisine les 50 millions, je pense. Mais en termes de tués, ils ont pratiquement 1900-2000. Donc, ils sont très, très bien placés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont adopté une stratégie parmi les rares pays qui ont une vraie stratégie sous tutelle du ministère de l'Intérieur. Et on travaille, bien sûr, en concertation avec eux en termes de benchmarking, surtout l'aspect, technologie, la nouvelle technologie, en termes de la conduite intelligente et même également la gestion intelligente du trafic. Et je pense que l'Espagne est très très bien placée en termes de pays où, bien sûr, dans le cadre d'échanges d'expertise, on mène pas mal d'actions, pas mal d'activités avec eux. Merci beaucoup, Absal Khelaifa, pour votre contribution. Alors, on va rester en Espagne. Ça fait maintenant 5 mois que la Catalogne est dans l'impasse institutionnelle et que l'Espagne est en crise politique larvée. De la déclaration d'indépendance avortée en octobre, de la fuite de Carles Puigdemont qui était en exil à Bruxelles avant d'être arrêté en Allemagne, les choses se corsent de plus en plus et se compliquent singulièrement avec aucune perspective de règlement de la situation. Actuellement, le président déchu, donc Carles Puigdemont, est toujours en détention en Allemagne et il attend la décision des juges pour savoir s'il sera extradé ou non en Espagne. S'il est extradé en Espagne, c'est l'arrestation immédiate, bien qu'il pourrait être élu à la présidence de la région. Naïm Kamal, où en est-on en Catalogne aujourd'hui ? Vous l'avez dit, dans l'impasse. On est dans l'impasse totale. C'est-à-dire, chacun campe sur ses positions. Les indépendantistes catalans ou séparatistes, on peut les appeler comme on veut, s'en tiennent à leur choix. Ils ont cédé un peu sur Puigdemont puisqu'ils voulaient son numéro 2. Ils ont essayé, ça n'a pas marché. Je crois qu'ils ont même essayé avec un numéro 3 et ça n'a pas non plus marché. Donc là, on est face à la résolution de Madrid, ferme, de ne pas laisser la Catalogne créer un précédent dans ce qu'est ce type de fédéralisme espagnol. Donc il y a une volonté
d'affrontement. Les Catalans réagissent, ils ont réagi assez mal à l'arrestation de Puigdemont en Allemagne. Et je crois que c'est une affaire qui va durer et qui va encore plus compliquer la solution du problème, même si par ailleurs il y a des tentatives de médiation, de solution, d'essayer de trouver, de lâcher du lest par-ci, par-là. Mais je crois qu'on est devant un problème qui dure, parce qu'il ne faut jamais oublier que la Generalitat de Catalogne existait il y a longtemps et qu'il a été suspendu pendant 40 ans sur décision du général Franco sous le franquisme et qui a été rétabli lorsque la monarchie a été rétablie dans ses droits et qu'il y a eu l'avènement de la démocratie en Espagne, mais qu'aujourd'hui, ils sont en train de vérifier sur le terrain les effets pervers des autonomies. Mais maintenant, il y a une situation réelle. Carles Puigdemont est en prison. Est incarcéré en Allemagne en attendant de la décision du juge qui devrait intervenir dans les 2 mois. Ça pourrait être dans 15 jours, dans 20 jours, mais pas ça peut être dans une semaine. Pas cette semaine, d'après ce qu'ils nous ont dit. Apparemment, d'après ce qu'on sait comme information de ses avocats ou d'autres, il y a de fortes chances pour qu'il soit extradé. Oui. S'il est extradé, rentrera en Espagne, il sera arrêté. Son simple exil où son incarcération a mis les gens dans la rue et jusqu'à hier, les autoroutes étaient bloquées en Espagne. Partiellement. Et pas ça a commencé. Comment vous voyez les choses quand ça va arriver? Je vous ai dit, bon, d'abord pour l'Allemagne. Parce que là, il y a un fait. Vous avez parlé d'une manière générale, mais là, il y a un fait. L'Allemagne est dans l'Allemagne officielle, l'Allemagne d'Angela Merkel, est dans une attitude de l'égalité, ou de légalisme, si vous voulez, vis-à-vis de Puigdemont et de la situation en Catalogne. Et ne veut pas non plus, elle qui est un État fédéral également, ne veut pas qu'on puisse démembrer l'Espagne et en conséquence... c'est ouvrir la boîte de Pandore, finalement. C'est ouvrir la première maille du tricot qui va tout effilocher. Donc, l'Allemagne a dit qu'en réponse à la crainte de la défense de Puigdemont, qu'il va être incarcéré. Il a dit il n'y a pas de problème. L'Allemagne est à notre connaissance, l'Espagne est à notre connaissance un pays de droit, un pays démocratique, et qu'en conséquence, ça laisse un peu présager de ce que pourrait être l'attitude de la justice allemande. Alors peut-être un vent d'optimisme. Quand on voit que Carles Puigdemont donc, est incarcéré, que les autres séparatistes qui étaient avec lui à Barcelone, qui étaient en exil, comme par exemple Clara Ponsati qui s'est livrée à la police écossaise, et qu'on voit que de l'autre côté, les mouvements comme les Lombards, comme les Corses, comme les Écossais eux-mêmes, il y a un reflux, si vous voulez, de ces mouvements séparatistes en Europe. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui a flambé en 2017 avant de faire pchit, comme disait l'autre? Non, je ne crois pas. Ce sont des problèmes, vous savez, c'est des problèmes cycliques. En 2017, ils s'y sont tous mis. Ça va, ça vient, ça revient, ça repart, ça se calme, etc. Bon, maintenant, c'est la Catalogne. Il y a quelques années, enfin, pas beaucoup d'années, peut-être 2 ans, c'était l'Écosse qui était en pointe avec son référendum d'autodétermination et de séparation du Royaume-Uni, sa volonté de sortir. Aujourd'hui, vous avez le problème en Irlande encore. Le problème corse, il est encore réel. Récemment, le président Macron s'est rendu en Corse pour essayer, et ça s'est pas très bien passé. C'est-à-dire, il y a une montée, par exemple, l'indépendantisme corse a plutôt une montée en puissance. En Belgique, vous n'allez pas pouvoir les calmer, même si... Ils se sont calmés en Belgique. Non, mais ça va revenir, on sait que ça va revenir. Mais l'Union européenne a quand même un rôle à jouer. On se rappelle que vous parliez du référendum en Écosse il y a quelques années, en 2014 je pense, ou en 2015, l'Union européenne avait dit que si jamais vous faites sécession, vous sortirez de l'Union européenne, vous ne rentrez pas à l'Union européenne. C'est ce qu'ils disent également aux Catalans. Donc elle a quand même joué un rôle, l'Union européenne, les Européens, dans ces questions de séparatisme. Vous savez, l'Union européenne est faite pour unir et non pas pour diviser.
Dans son nom, son essence, oui. Dans son essence, c'est une union, ce n'est pas une division. Et en conséquence, chaque fois qu'ils sont en présence d'un phénomène à l'écossaise ou à la Catalogne ou à la Corse ou n'importe quel autre problème ailleurs qui pourrait se produire demain, ils ont cette attitude de dire si vous quittez votre système, disons, territorial dans lequel vous vous développez et vous travaillez, vous quittez l'Union européenne automatiquement. Alors, dernière question. C'est une façon de les dissuader. Très rapidement, dernière question, très rapidement. Est-ce que vous ne voyez pas comme solution en Espagne le retour aux urnes, finalement, des élections générales avec un gouvernement? C'est possible, mais je ne crois pas que ça va résoudre le problème. Ah bon? Oui, parce que l'Espagne aujourd'hui est divisée, enfin, pas divisée par l'Espagne en elle-même, mais aujourd'hui même, la majorité des Espagnols ne veulent pas de séparatisme. C'est-à-dire qu'on prend l'Espagne. Maintenant, si demain, vous refaites les élections, qui vous assure que ça va être les socialistes ou l'Alliance populaire ou autre? On ne sait pas. Donc, on leur souhaite bonne chance. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Rendez-vous est pris la semaine prochaine pour une nouvelle édition du débrief. D'ici là, restez sur Medi 1 TV. L'information et le divertissement continuent en continu. Merci et très bonne soirée.